Bonjour et bienvenue à cette deuxième capsule du réseau d'analyse stratégique, qui est ce nouvel incubateur de recherche pan-canadien sur les questions de sécurité et de défense qui rassemble plus de 80 chercheurs et chercheuses du Canada et d'ailleurs dans le monde. La question au cœur de notre discussion aujourd'hui, la politique de défense du Canada, faut-il la réviser ou pas? Et j'ai avec moi pour y répondre Anessa Kimball, qui est professeure de sciences politiques et directrice du Centre sur la sécurité internationale à l'Université Laval. Bonjour Anessa. Bonjour. Et Jean-Christophe Boucher, professeur de sciences politiques à l'Université de Calgary. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Première question. La dernière itération de la politique de défense du Canada, qui s'intitule Protection, sécurité, engagement, PSE, date de 2017, donc elle a 3 ans. Est-ce que l'environnement international de sécurité tel que dépeint par cette politique est conforme à la réalité actuelle, au moment où on se parle? Et je précise que cette politique se dit, et je cite, fondée sur une vision à long terme et offre la capacité de s'adapter à un monde changeant. Qui veut se lancer? Moi, j'y vais. C'est certain que quand on rédige une politique de défense, on essaie de faire un certain niveau de prédiction, prévision sur la base des informations qu'on a au moment. Donc, dans certaines parties, je crois que cette politique-là a marché, a réussi d'une façon de forcer ou d'engager le Canada de façon très importante dans les dépenses militaires. Mais la réalité politique d'aujourd'hui, je crois que c'est sûr que certaines parties des visions ont changé avec l'actualité. On parle pas de... par exemple, ça prédate l'opération rassurante de l'OTAN. C'est sûr que la pandémie a changé des choses de façon extrêmement exogène et imprévue. Donc, dans le fond, je vois que la cœur de le document, c'est encore bonne, mais que la vision puis la flexibilité, là, je crois qu'il y a des choses à faire dans les marges. Surtout, par exemple, quand on parle de certains objets qui étaient des cibles très importantes, par exemple les avions de chasse, sur lesquels le dossier n'est pas encore terminé. Vous parlez d'achat des avions de chasse par le gouvernement canadien. Oui. Ben, ils ont fait l'interim, mais par la suite, là, on est encore sur les... On ne sait pas. La question de bouclier antimissile au Canada, ça reste encore un sujet dans lequel le Canada, ils n'ont jamais vraiment pris en position. Et donc, encore une fois, je crois que le fond est bon, mais il y a des choses à la marge qui doivent être à la fois repensées, surtout dans le contexte actuel. Je faisais partie, moi, du groupe d'experts qui ont été interviewés et qui ont fait partie de la consultation pour ce projet-là. De façon intéressante, on avait à l'époque soulevé peut-être l'importance de penser des enjeux de sécurité qui semblaient être moins évidents pour certaines personnes en défense. Par exemple, la pandémie. Sur mon groupe à moi, il y a des gens au sein de la consultation qui m'ont dit qu'il faudrait commencer à penser à la pandémie puis de préparer les forces armées à peut-être d'éventuels problèmes de sécurité en fonction de ça. On nous avait dit « Ah non, ça ne sera pas ça ». Et le groupe en question, c'était ce qui a mené à la politique de 2017, juste pour... Oui, en fait, la consultation qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont préparé des groupes de consultation à travers le Canada. Oui. Et les gens qui étaient responsables, les membres du comité qui étaient responsables d'interviewer se sont promenés d'un océan à l'autre pour essayer de parler aux gens. Moi, je faisais partie du groupe West, c'est-à-dire les gens BC et Alberta et Saskatchewan. J'imagine qu'Anessa faisait partie du groupe Québec. Oui, j'étais de partie du groupe Québec-Montréal. Oui, c'est ça. Et donc, à cette époque-là, on avait déjà, il y avait déjà au sein de la consultation des gens qui soulevaient certains enjeux de sécurité qui s'en venaient et auxquels on devait penser et auxquels on devait arrimer une politique de défense à travers ces enjeux-là. Changement climatique, pandémie, et ça ne s'est pas retrouvé nécessairement dans le document. Et donc, il y a comme un effet de décalage où je pense que les professeurs, les experts qui étaient interviewés à cette époque-là avaient commencé à voir ça. Mais certaines choses comme les cyberconflits,
dans nos consultations, on l'avait déjà soulevé. Ça s'est retrouvé dans le document, ce qui était comme une amélioration de 100 000 par rapport aux autres politiques de défense. Ce qui est différent, à mon sens, je me souviens de ces conversations-là, c'était au moins, à cette époque-là, déjà, on commençait à parler d'un antagonisme russe, c'est-à-dire de voir les Russes bouger en Europe. Et à cette époque-là, on déployait des forces au sein de l'OTAN, au sein de l'Ukraine, on entraînait. Donc, à ce que je me souviens, on avait ça sur notre radar. Ce qu'on n'avait pas vu venir, à mon sens, c'est aussi la montée de la Chine. C'est-à-dire qu'il me semble que depuis 3-4 ans, la Chine, elle est beaucoup plus active. Nos relations avec la Chine se sont désagrégées très, très, très rapidement. Et même les relations de la Chine avec le reste du monde, avec l'Australie, avec les Américains, avec les Japonais, avec les Européens, s'est dégradé très, très, très rapidement aussi. Il y a eu un changement de garde au sein c'est-à-dire que le politburo chinois s'est transformé un peu. Xi Jinping a pris plus de pouvoir au sein de cet appareil-là. Et ce qui fait en sorte que nous, on ne l'avait pas vu venir à l'époque. Et il me semble qu'à ce que je regarde l'échiquier international en ce moment, ce que je vois, c'est qu'il y a une montée de puissances régionales qui sont de plus en plus actives, tant la Russie que la Chine, ce que nous, on n'avait pas vu venir rapidement. Il me semble. Et donc, ça change et ça change aussi la donne en fonction des politiques de défense. Les Américains appellent ça Great Power Competition, la compétition des grandes puissances. Ça augmente et une politique de défense devrait mettre un peu plus d'accent là-dessus. La pandémie de COVID-19 est omniprésente en ce moment et ça a un impact énorme sur toutes sortes d'enjeux. Est-ce que ça serait, selon vous, l'élément qui justifierait le plus une révision en profondeur ou à la marge, comme vous dit Anessa, de la politique de défense, ou il y a d'autres choses finalement peut-être plus importantes que ça, la montée de la Chine, par exemple, ou la montée d'autres pôles géopolitiques, géostratégiques ou de puissance qui voudraient revoir le système international ou son ordre en tout cas. Moi, je donne le cours sur les institutions internationales. Et quand tout ça a commencé, il n'y avait personne qui était capable de nommer le chef médical de l'OMS. Et c'est ça pour dire que c'est une organisation qui se trouve, qui n'est pas du tout sur le radar, on pourrait dire. C'est une institution qui vivait à la marge, mais qui s'occupait beaucoup des régions qui sont plus pauvres. Donc, d'où la raison pour laquelle on a déinvesti massivement dans cette institution. Sur l'idée que les pandémies, les choses comme ça se passe dans les pays moins industrialisés. On est sécurisé ici, on est en bonne santé, on a des bons systèmes de santé. Et je crois que ça soulève un peu la naïveté du fait que la santé publique, c'est un bien public et dans lequel tout le monde devrait s'investir davantage. On a une tendance de mettre en arrière parce que ce qu'on met l'accent sur, c'est tout ce qui est le kinétique, tout ce qui est le feu de la défense, les armes qui tirent. Et donc, toujours, encore une fois, c'est cette idée, et ça soulève aussi le point de Jean-Christophe, que l'attention du Canada est souvent tirée vers l'Europe. Et ça, c'est l'historique du Canada. Les liens du Canada avec l'Europe sont très profonds. Très atlantiques. Exactement. Pour des décennies, on a vraiment oublié d'engager, de s'impliquer en Asie de façon continue. Et ça, à votre sens, ce n'est pas assez présent dans la politique de 2017? Oui, c'est ça. Je voyais une politique qui était assez optimiste face à certaines choses qu'on n'avait pas beaucoup de certitude de l'information. Je trouve, de façon générale, la politique de la défense du Canada, ils ont la misère de faire ce qui est le plus difficile, d'aller vraiment se critiquer au fond de ce qu'ils n'ont pas fait. Quand je réfléchis à cette question-là, sur comme dans quelle mesure la pandémie COVID-19 a un impact ou peut influencer la politique de défense, je vois deux trucs. D'une part, je pense que la politique de défense se basait, à mon avis, comme Anessa le disait, sur un optimisme sur la capacité du gouvernement canadien à investir massivement dans les budgets de défense. Ce qu'on aimait beaucoup de ce budget-là, c'était que, bon, il y avait comme un plan de financement qui semblait arrimer à des priorités. Le hic,
c'était que beaucoup de ces projets, beaucoup de ces dépenses étaient dans le futur. Donc, le gouvernement Trudeau de 2015-2017 engageait le futur gouvernement de 2025 à dépenser 10 milliards de plus par année. Mais dans les faits, le gouvernement Trudeau de 2017 ne devait pas investir tant que ça. Et donc, on avait comme genre poussé le ballon dans l'avenir. Et beaucoup de nous, ce qu'on se disait, ça va être difficile de faire ça à longue haleine, de faire ça sur 10 ans. Je pense que la pandémie et surtout l'incertitude fiscale au sein duquel nous, on est placé va dramatiser ou va fragiliser cet équilibre-là. Même au sein de la défense, en ce moment, on se prépare des exercices de compression budgétaire et ce n'est pas clair que ce qu'on avait prévu dans la politique de défense va maintenant pouvoir être fait à l'avenir ou avec les budgets futurs. Je serais très étonné et surpris de voir les budgets en ce moment rester ce qu'ils sont à l'avenir. Et donc, non seulement on n'a pas investi dans certaines capacités, par exemple des capacités de transporter des unités en isolation, et on est en train d'essayer de les acheter en ce moment, mais naturellement, tous les pays du monde sont en train d'acheter la même capacité de réaction en pandémie, ce qui fait en sorte qu'on ne les aura pas avant 2-3 ans. Et donc, ça, c'est un problème majeur pour cette politique de défense-là. Le deuxième, et ça, je pense que je ne sais pas dans quelle mesure ça va avoir un impact, mais dans quelle mesure la pandémie va exacerber vraiment les fissures au sein du système international qui va augmenter l'antagonisme entre les États-Unis et les autres pays. Et ça, ce n'est pas clair dans mon esprit à moi. Dans quelle mesure ça va fragiliser suffisamment certains pays qui vont en faire en sorte que ces pays-là vont tomber en faillite. Et donc, ce qui va augmenter les conflits internes et ce qui va, dans le fond, augmenter l'instabilité internationale, mais aussi comment les États-Unis, avec un budget qui aussi va commencer à tituber, va devoir se recentrer sur lui-même. On voit que COVID, la réponse internationale à la COVID a été, comment je peux dire, exacerber les tendances nationalistes de tous les pays, se sont retournés vers eux-mêmes. La coopération internationale, c'est pas super bien fait. Ouais. Et donc, si ça laisse présager l'avenir, ça laisse un avenir ou un monde qui est très fracturé, qui est très centré sur lui-même. Et ça va augmenter les pressions sur le Canada dans le fond, de subvenir à ses propres besoins. Les relations d'alliance vont être super compliquées à gérer. La division des tâches pour la sécurité collective au niveau des budgets va être super compliquée parce que personne ne va avoir de l'argent pour développer des programmes. Et donc, l'avenir semble probablement, comme Vanessa disait, beaucoup moins rose que ce qu'elle était en 2015-2017. Et peut-être en même temps aussi très incertain en ce moment. C'est particulièrement difficile à prédire ou à prévoir, en fait. Ouais, par exemple, on sait que tout ce qui sont les données qui sortent de la Russie, qui sortent de la Chine, c'est certain que les informations ne sont pas tout à fait claires, ne sont pas tout à fait... Les bonnes données probablement ne sont pas tout à fait récoltées dans ça. Ouais. Donc, on a... Quand même, il va y avoir des effets qui va suivre dans les années, dans certains États qui vont être plus difficiles que dans d'autres. On voit également que la Chine prend énormément de marge de manœuvre dans ses politiques internes à ce stade ici, vraiment muscler, fermer les écoles des minorités linguistiques, tout ce qui se passe en Hong Kong avec les manifestations. Donc, encore une fois, la pandémie a fait en sorte que tout le monde s'est retourné voir, gérer les choses à l'interne, puis ça laisse ouverte un peu la Chine de faire des choses dans les marges qui pourraient mener vraiment à des éclats dans l'avenir. Je crois qu'on fait beaucoup de confiance sur le fait que la Chine peut pousser ces personnes, puis il ne va pas avoir un gros effet. Mais je crois qu'on tend à être à la pique dans laquelle il va y avoir quelque chose et je ne sais pas c'est quoi, mais je sais que, par exemple, cette année, les États-Unis ont le moins de soldats que jamais depuis la guerre en Corée dans la péninsule coréenne. Ça, c'est la réalité. Donc, encore une fois, l'engagement américain tend à diminuer dans les marges. Est-ce que ça va faire en sorte qu'il va y avoir des autres acteurs qui vont essayer de prendre cette vacuum d'espace-là? Probablement. Si la politique de défense canadienne était révisée,
de quelle façon est-ce que ça devrait être fait? Est-ce que ça devrait être une commission royale, un groupe d'experts, des comités parlementaires, encore des assemblées populaires? Qu'est-ce que vous imaginez comme le meilleur moyen pour faire une bonne révision, éventuellement, de la politique de défense? Je trouve que le dernier exercice organisé par la Défense était relativement bien fait. Franchement, ils ont identifié quelques personnes qui devaient parrainer l'exercice. Ça a été organisé avec les ministres à l'époque et ils ont fait des consultations à cercle relativement fermé à travers le Canada et quelques consultations à gauche et à droite. Et après ça, le ministère a écrit le document basé sur ces consultations-là. Et je trouve que moi, ça m'a étonné à la vitesse à laquelle ils l'ont fait. Ils l'ont mis d'avant. Bon, on avait des trucs qu'on n'était pas d'accord, mais dans une large mesure, ça reflétait beaucoup les conversations qu'on avait eues au sein des consultations. Mm-hmm. Et donc, moi, je referais la même chose pour la politique de défense. Je pense que si on voulait faire une refonte de la politique étrangère du Canada, là, je ne suis pas certain qu'on pourrait le faire de la même façon. Mais dans ce contexte-ci, je pense que les libéraux ont franchement fait ça relativement sans drame. Et c'est toujours ça le problème avec des révisions de politique, c'est que ça crée énormément de remous et de drames. Et là, au final, on se retrouve avec un feuilleton. Et là, les gens déchirent leur chemise sur la place publique. Et c'est pas ce qui est arrivé avec la défense. Et ils ont géré ça relativement bien. Je referais le même exercice. Donc, un groupe d'experts essentiellement. Des groupes d'experts. Oui, en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'il y avait 3 personnes qui devaient parrainer l'ensemble de l'exercice. Est-ce que je me souviens, Louise Arbour, le général Hainaut et quelqu'un d'autre qui ne vient pas à l'esprit. Et après ça, il y avait certains ministres qui étaient arrimés à ça, le ministre Sajjan et à l'époque, le ministre Ken Hare de Calgary. Et donc, après ça, ce groupe-là s'est promené à travers le Canada avec des petits groupes d'experts. On était, nous, à Calgary, une dizaine. Oui, c'est la même chose à Québec. Ouais. Okay. Il y avait une volonté de diversité qui était assez intéressante aussi. Il n'y avait pas juste, il y avait des jeunes, des plus vieux, il y avait et donc, ça s'est bien fait. L'exercice était 2 heures. Ils nous ont demandé après ça nos trucs écrits, puis mais ça s'est fait relativement bien fait. Je le referais comme ça. Moi, j'ai eu aussi l'opportunité de participer dans la réplique de l'opposition. Donc, après que j'ai fait le tour avec le gouvernement, l'opposition était venue ici à Québec. Donc là, j'ai fait aussi l'air table ronde, qui était assez intéressant parce que c'était complètement de l'autre monde. J'étais la seule femme à table. Mais je crois aussi qu'ils ont, pour ce qui est la défense, c'est une bonne tactique parce que la défense, c'est quelque chose dans lequel il faut qu'on ait un certain niveau de spécialisation, de connaissance sur non, pas juste les États, mais aussi la matière, le matériel de défense aussi. Donc, c'est pas juste comme vous pouvez aller parler avec quelqu'un de la rue, d'une tank, d'un avion de chasse, de quelque chose, puis de savoir c'est quoi le but, c'est qu'est-ce qu'ils font. Tandis que dans la politique étrangère, je crois que c'est plus facile d'avoir des opinions qui sont fortes sur certains dossiers. Tandis que dans la sécurité et défense, on est toujours dans une phase d'argumentation parce que c'est justement l'allocation des ressources qui est souvent le clé. Qui est énorme comme enjeu, effectivement, qu'il y a beaucoup moins, enfin pratiquement pas dans la politique étrangère. Exactement. Donc, encore une fois, c'est l'idée que c'est l'allocation, puis qu'est-ce qu'on fait avec l'argent qui amène ou qui force une certaine, que c'est les experts, les spécialistes qui en jasent. Tandis qu'en politique étrangère, c'est plus des questions de l'âge, de comment on va créer une relation qui n'est pas nécessairement une relation financière toujours. Mais donc, pour mêler relations diplomatiques et stratégiques, pour conclure, si vous voulez, on pourrait jouer au jeu rapidement, jeu des scénarios dans les relations Canada-États-Unis, toujours en matière de sécurité et de défense. Donc, les élections américaines s'en viennent le 3 novembre. Dans le moment où on se parle, c'est dans 2 mois, jour pour jour. Une victoire de Donald Trump ou une victoire de Joe Biden, quelle incidence pour le Canada? Tu veux que j'essaie? OK, je vais essayer. Il me laisse que je tombe sur le fait, là. Je pense que ça ne changera pas grand-chose. Que ce soit l'un ou l'autre.
Non, je pense que si on regarde l'information qui nous vient du camp Biden et la façon dont ils semblent pouvoir positionner leur politique de défense, euh, oui, il y a un accent qui est mis sur les relations avec les alliés. Euh, Toutefois, Obama avait la même genre de relation et cette relation-là, elle était plutôt genre, on veut que les alliés en fassent plus pour, dans le fond, aider les Américains à se retirer de certains enjeux, le lead from behind d'Obama. Et je pense que Biden va faire la même chose, c'est-à-dire que pour lui, sa vision des relations d'alliance, ça va être les États-Unis vont s'attendre à ce que des pays occidentaux comme le Canada assument une plus grande part de responsabilité dans le financement et dans les activités de défense. Ce qui pose problème parce que d'une certaine façon, les Américains ont encore ce réflexe de dire, ben nous, on va définir quelles sont les priorités de défense qu'on veut que les alliés aient. Et après ça, on va demander aux alliés de payer pour ces priorités-là qui correspondent à nos intérêts à nous. Et des fois, les Américains ne sont pas particulièrement ouverts à un dialogue sur les conversations. Ça me fait penser un peu à la façon dont les Britanniques utilisaient les Canadiens à la Première Guerre mondiale ou les coloniaux à la Première Guerre mondiale, qui a créé en fait, après ça en 2019, en 1919 et après ça en 1931, cette scission-là entre l'Empire britannique et les Dominions, parce que justement, si on assume que nous, on va prendre plus de responsabilités et payer plus, on s'attend à avoir une plus grande influence sur la prise de décision, ce que je ne pense pas que les Américains sont prêts à faire. La deuxième chose, il semble que Biden vont continuer cet antagonisme avec la Chine. Si on lit tout ce qu'ils écrivent, c'est le pivot qu'on a fait sous Obama, on l'a mal fait. Le pivot vers l'Asie, oui. Le pivot vers l'Asie. Après ça, la Russie a attaqué l'Ukraine, on s'est repositionné en Ukraine, puis là, puis ça, c'était une erreur, il faut revenir en Asie. Et donc, ce qui a commencé avec Trump est vraiment cet antagonisme un peu ouvert avec la Chine. Ça va être plus diplomatique, mais ça va rester quand même au cœur de la préoccupation américaine. Et on s'en va vers plus de tensions, pas moins de tensions. Donc, les fondamentaux resteraient de toute façon et engageraient des comportements assez similaires. C'est mon hypothèse. Oui. Moi, je dis que c'est sûr que si c'est Trump, là, on peut prévoir plein de choses, plein de suivis de dossiers dans lesquels il y a déjà essayé de se retirer les États-Unis. Donc, on sait tous, l'avenir Trump est un avenir qui est peut-être moins rose que d'autres avenirs, disons. Avec Biden, d'abord, je vois que s'il gagne l'élection, il va avoir du travail à faire avec des alliés pour essayer de réparer des relations, surtout avec l'Allemagne, qui était avant une alliée assez proche, qu'on voit depuis les dernières 3 années, c'est vraiment, on est allé au bout du continuum. Tout ce qui se passe maintenant en Europe, on voit tranquillement qu'il y a certaines retombées de Brexit qui commencent à circuler, des tensions qui commencent à monter. Surtout le Canada, je crois que ceci, c'est un dossier que le Canada devrait s'impliquer davantage avec nos alliés en Europe. Le Canada reste pour l'instant un peu dans sa position naturelle, c'est-à-dire on va suivre, on va attendre puis suivre qu'est-ce qui arrive. Et donc, pour tout le monde qui dit que le Canada devrait prendre plus de leadership, il y a plein de dossiers dans lesquels le Canada peut prendre plus de leadership, mais ils ne veulent pas pour des raisons politiques, sociales. Et ceci est un des dossiers dans lesquels le Canada devrait sûrement essayer de commencer à réparer les relations entre nos alliés, nos partenaires importants européens, voir que la France envoie un bateau de soutien de la Grèce contre la Turquie. Tous les alliés de l'OTAN, c'est spécial, hein? 2020. Qui concerne évidemment le Canada, oui, forcément. Une victoire de Biden, autre qu'essayer de réparer les relations, ça se peut vraiment lancer la porte ouverte envers l'Afrique. Et ça, c'est une chose qui peut vraiment bénéficier les États-Unis. Les États-Unis, depuis des décennies, ont eu quand même à traiter l'Afrique comme dernière, troisième lieu d'investissement. Donc,
j'espère qu'avec comme une nouvelle vision qui va arriver aux Maisons-Blanches, on va changer certaines des politiques très historiques qui attendaient d'exclure partie du monde. Moi, j'aurais aimé, c'est certain que j'aurais aimé voir le débat entre Harris et Pence. Au moins, la politique américaine, c'est intéressant, puis ça chauffe. Effectivement, c'est moins qu'on peut se dire. C'est une bonne chute, une bonne conclusion. Oui. Anissa Kimball, Jean-Christophe Boucher, merci beaucoup. C'était malheureusement trop court parce que c'était très intéressant et pour ça, je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Ça fait plaisir.